Merci de votre fidélité à la chronique de Patrick Lokala sur Patrick Lokala TV. Je suis très heureux de vous savoir que vous êtes nombreux, alors très nombreux à vous mobiliser pour vous abonner sur ma chaîne YouTube. Mine de rien, on est en train d'évoluer miraculeusement. Très bien. Martin Fayoulou à Bouindé. Martin a fait le tour de la province de l'Équateur, l'ancienne province de l'Équateur. Il est allé tenir son meeting au niveau de Bouindé. Mais il y a un débat qui s'est dégagé autour de Plein. On l'a comparé avec Moïse Katumbi à Kisangani, à Lubumbashi, mais aussi avec Félix Tshisekedi qui a fait sa tournée au niveau de l'espace Grand Kasaï. Il était dans le Kasaï central, le Kasaï oriental, le Kasaï, la Lomami et les Sankourou, où il a fait lui aussi des pleins. Mais au niveau de Bouindé, Martin Fayoulou a dénoncé le fait que de l'argent a été décaissé pour demander à la population de saboter sa manifestation, son meeting populaire. Fort heureusement pour lui, la population n'a pas branché par rapport à la corruption qui a eu lieu pour boycotter les meetings de Martin Fayoulou. Nous allons tenter de savoir un peu plus pourquoi on tient à étouffer ces leaders maximaux de l'opposition, je l'appelle désormais comme ça. C'est l'homme constant de l'opposition en République démocratique du Congo. Nous allons en parler pour savoir si les acteurs politiques sont déjà en campagne. J'ai cité ici le cas de Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, mais aussi Marie-Olive Lembe Kabila qui a fait sa descente au niveau de Kalemi dans la province de Tanganyika, où elle a été accueillie au pied de l'avion par la jumelle de Joseph Kabila, Jeannette Kabila, et nous avons vu les images de sa popularité, cette dame qui fait toujours émerveiller le monde. Elle est très appréciée, très admirée par la population congolaise, même après que son mari ait quitté le pouvoir. Nous allons nous interroger pour savoir si c'est la pré-campagne déjà en quelques mois ou soit à une année et demie de la tenue des élections de 2023. Nous en parlerons avec notre invité par rapport à ce sujet. Félix Tshisekedi a quitté discrètement la République démocratique du Congo pour se rendre en Belgique. Vous savez, après le voyage manqué ou raté du roi belge qui a préféré reporter son voyage à Kinshasa pour les raisons de la crise qu'il y a entre l'Union européenne et la Russie qui a fait une invasion au niveau de la République d'Ukraine. Est-ce qu'il y aura un glissement ou il n'y aura pas un glissement? Est-ce qu'il y aura un dialogue ou il n'y aura pas un dialogue? Il y a un débat qui s'observe actuellement dans la classe politique, celui qui porte sur la révision de la Constitution dans ces dispositions qui parlent de la durée du mandat qui pourrait probablement, s'il y a révision, passer de 5 à 7 ans. La proposition est portée par l'honorable Steve Ndikaï. On va un peu plus loin pour parler du changement de la Constitution de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est opportun, c'est urgent, c'est nécessaire de changer cette loi fondamentale pour basculer à une nouvelle république? Nous en parlerons tout au long de cette émission. Encore une fois, merci de votre fidélité à la chronique de Patrick Lokala sur Patrick Lokala TV. Je reçois spécialement un juriste de formation et de profession. Il ne veut pas que je lui présente comme avocat de profession parce que c'est interdit par le barreau, mais moi je le fais. Moi je ne suis pas tenu à cette obligation du barreau. Il est avocat, il est juriste de formation et de profession. C'est avec lui, un expert en la matière, que nous allons aborder ces questions. Maître Jonathan Ngolé, bonjour et bienvenue. Bonjour cher Patrick, bonjour également à nos nombreux compatriotes qui nous suivent de partout à travers la République au travers de Patrick Lokala TV. Grand merci pour l'invitation et le privilège que vous nous faites en cet instant de répondre à votre émission. Merci également à tous ces compatriotes qui ne cessent de vous encourager, qui ne cessent de nous encourager, parce que le combat d'amener à l'éveil révolutionnaire de la population congolaise n'est pas un combat facile. Lorsqu'on a avec nous des gens qui pillent et qui volent la République pour nous étouffer, il faut avoir du culot, comme le disent les Français, pour résister. Voilà pourquoi nous avons décidé de résister. Et je remercie plus particulièrement la population congolaise, ceux habitant la province de la Tchouapa et ceux de la ville de Bouindé en particulier, pour l'accueil chaleureux et avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de gaieté qu'ils ont fait à la personne du président Martin Fayoulou Madidi, qui du reste, en dépit du fait qu'ils ont décaissé de l'argent. On va parler, c'est le sujet du jour, on va en parler.
instance, parti politique. Vous êtes l'initiateur du parti politique pour l'amour du Congo. Comment va le parti? Le parti va bien. Nous sommes là en train de travailler parce qu'il a fallu que nous puissions finaliser quelques petits détails, notamment avec notre projet de société. Nous sommes en train de le finaliser. Et également, je remercie tous les compatriotes qui ont décidé de se joindre à nous pour mener de manière noble ces combats par amour pour le Congo. Parce que vous savez, par amour pour le Congo. Pour l'amour du Congo, nous disons rien ne peut se faire sans amour. C'est par amour que nous acceptons d'exposer de nos vies, c'est par amour que nous acceptons de réfléchir, d'opiner à haute voix pour l'intérêt de la République. Et je remercie également tous ces compatriotes qui ont cru à ces combats, qui ont cru à notre vision et qui du reste apportent de leur touche pour l'avancement du parti politique pour l'amour du Congo. Pour l'amour du Congo, vous êtes quand même le leader de ces partis politiques pour l'amour du Congo. Un des leaders. Un des leaders. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup. Vous n'aimez pas monopoliser tous les pouvoirs. En fait, nous sommes de ceux qui pensent que les choses doivent changer. Les choses doivent changer en respectant et considérant les opinions de tout un chacun. Voilà. Il est certain que nous avons porté l'idée, mais dans l'effectivité, dans la mise en musique, comme le disent certaines couches de la population, je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux et je profite pour remercier tout cela et les rassurer de mon humilité et de ma simplicité pour qu'ensemble nous puissions réussir. Le message est passé, Jonathan Ngwele. Le message est passé. Nous allons aborder un tout petit peu ces voyages, ces derniers voyages de Félix Tshisekedi au pays du roi Baudouin. Il a quitté discrètement le pays hier pour Belgique, où il a été reçu. Nous avons vu les images. Est-ce que vous avez un commentaire particulier à émettre par rapport à ce voyage de Félix Tshisekedi? C'est déjà, vous l'appelez la dernière, alors que ce n'est pas la dernière, c'est un de voyage de plus. Voyage de plus. Voilà, parce que ce n'est pas normal qu'un président voyage. Voilà. Non, Patrick. Un président doit voyager pour que ce voyage-là profite à son peuple. C'est déjà là la réalité. Aujourd'hui, je crois que c'est la 4e ou la 5e de ces lots de voyage. Qu'est-ce que la République a gagné dans la coopération belgo-congolaise? De tous ces voyages, n'est-ce pas, il a voyagé, mais pourtant Junior Massoudi Ouasso a passé 40 jours dans les locaux de l'immigration de l'aéroport des Anventaines. Et pourtant les chefs voyageaient. Les chefs voyagent, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est la cote-part qui fait aujourd'hui preuve de plus-value dans le lot de bourses que l'on octroie aux étudiants congolais pour la Belgique? En fait, c'est ça la réalité. Nous avons, accepté. Nous voyons le voyage. Mais ces voyages n'est pas... Donc ces voyages pour le royaume de Belgique ne représentent rien. Ce sont des dépenses de trop, Patrick. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'attends à voir la cote-part de bourse être levée à la hausse. J'attends voir que la respectabilité des citoyens congolais à Belgique soit maintenue. J'attends voir que la Belgique vienne investir au Congo en créant des entreprises. J'attends voir qu'il y ait des contrats qui sont signés entre le gouvernement belge et le gouvernement congolais. Mais plutôt être reçu, oui, c'est la routine. C'est dans ses habitudes. Mais la population gagne quoi de tous ces voyages? Et c'est là notre plus grand regret. Parce que ces voyages sont financés par l'argent du trésor. Ces voyages sont financés par les impôts, par tout ce que nous donnons, nous, comme contribuables. Mais qu'est-ce que nous gagnons en retour de tous ces différents voyages? C'est ça la question. C'est ça la grande question. Qu'est-ce que nous gagnons en retour? La problématique qui est posée, c'est quand même très important de savoir ce que le Congolais gagne de ce voyage du président de la République. Voyager, oui, c'est une bonne chose, mais il faudrait que les Congolais gagnent un peu plus dans ce voyage du chef de l'État, pour que ce voyage paraisse comme normal. Jonathan Ngwele, il n'est pas allé au voyage pour les sommets, Union européenne, Union africaine. Il a préféré envoyer Samalou Kondé, mais cette fois-ci, il voyage quand même sans aucun motif connu. Voilà, l'information c'est celle-là. Mais il y a une question qui nous intéresse. Pas plus tard que ce matin, j'ai lu sur les sites des radios Okapi les relations entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont dégradées davantage. On parle d'un amour fou dont les divorces s'annoncent pour bientôt. Kinshasa et Kigali se détestent et les rapports entre les deux pays ne sont plus au beau fixe. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui arrive entre Paul Kagame d'un côté et Félix Tshisekedi d'un côté, qui, nous l'avons vu, Paul Kagame s'est absenté au sommet de la CIRGL ici à Kinshasa, mais bien peu avant cela, on l'a vu à l'inauguration d'un stade au Sénégal. On peut dire aujourd'hui que le divorce est en train d'être consommé entre Kigali et Kinshasa à travers les deux chefs d'État. Non, Patrick, c'est de la farce, il ne faut pas croire à ça. Mais là, vous avez soulevé une question capitale pour laquelle je pense également à revenir. Les sommets Union européenne-Afrique.
Vous savez que c'est seulement dans ces espaces-là, dans ces tribunes-là, où les États de l'Afrique particulièrement plaident sur les actions d'intérêt général pour leur pays. Mais nous avons vu un plénipotentiaire qu'on appelle M. Sama représenter l'État congolais et ne pas prendre parole. Il n'a pas pris parole. Il ne pas prendre parole. Alors que M. Sassou Nguesso, par exemple, lorsqu'il prenait parole, il a dit, voilà, il est certes vrai, vous avez investi de l'argent dans mon pays, mais mon pays et moi estimons que c'est insuffisant. Mettez-en encore de plus pour nous permettre d'atteindre cet élan de développement. Lorsque M. Cyril Ramaphosa prenait parole, c'était dans cet élan-là, pour demander à ce que l'Union européenne fasse mieux que ce qu'il a déjà fait. Et le nôtre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait l'observateur, il a fait l'ententiste, simplement pour écouter. Et c'est pourtant pendant ces tribunes-là que nous souhaitons voir M. Antoine plaider la cause de la RDC. Pourquoi n'est-il pas allé? C'est déjà la question. Est-ce c'est parce que c'est un voyage qui va bénéficier aux Congolais? Voilà pourquoi il a décidé de saper ça. Et parce que maintenant, là, il est parti pour un voyage qui ne bénéficiera pas aux Congolais. Souvenez la question, donc là où il y a les intérêts de Congolais, ils préfèrent ne pas y aller. Mais lorsque les intérêts des Congolais sont bradés, ils préfèrent être là. C'est ça la question. Et la question de des accords ou des relations entre le Rwanda et la RDC. Les relations se sont dégradées. Hein? Vous allez convenir avec moi que M. Sassou Nguesso a soupé appelé. Il n'est pas venu. Depuis du sommet, c'est Hergel. Il n'est pas venu. Mais la question aujourd'hui, de tout ce que M. Kagame fait, quelle est la sanction proportionnelle qui lui est infligée par le Congo? Vous savez qu'ici, son ambassadeur, qui a été boycotté sous le régime Kabila, parce qu'il a été déclaré en Afrique sous personne non grata, a été accepté ici. La note de Delphin Kayimbi existe. A dénigré nos morts, a dénigré nos violentés. Aucune communication officielle de l'État congolais. M. Kagame hausse le ton pour dire qu'il n'a pas besoin de permission pour entrer au Congo. Pas de communication officielle. Mais c'est M. Kagame là qui s'est porté fort pour prendre l'exportation de nos minéraux à travers sa République. Et c'est à travers un accord signé entre notre État et le tien. Patrick, le journal officiel est au centre-ville. Vous pouvez y aller, cet accord est introuvable. On ne sait pas le voir. On ne sait pas ça durera combien d'années. Les coûts rêvés à combien. Quels sont les intérêts garantis et sécurisés des Congolais? C'est fait ça la réalité. Voilà pourquoi nous disons, nous, les deux copains, dont un joue le rôle de mentor et l'autre le petit entraîné, sont là en train de nous berner. Mais nous ne céderons pas à ça parce qu'aujourd'hui, pour confirmer que réellement nos accords ou nos relations sont en train d'être mises en mal, il fallait que nous ayons des réponses proportionnelles à tout ce que nous inflige le Rwanda. Aujourd'hui, quel est cet État au monde qui peut accepter qu'un autre État s'élève pour dire je viendrai chez toi sans autorisation et sans qu'il y ait une communication officielle? Là, ça me met mal à l'aise. Quel est cet État au monde où on va minimiser, dénigrer, ces violentés, ces morts et vous vous taisez? Ça nous met mal à l'aise. Nous pensons que c'est la pure des comédies qui puisse l'être et qui du reste est destinée à nous faire perdre la concentration sur cet État. Parce qu'il faut le dire, il y a un complot qui se drame contre les Congos. Lequel? Voilà, c'est vouloir nous dépouiller de tout ce que nous avons comme ressources ici. Aujourd'hui, on a récupéré certains carrés miniers d'après eux, c'est pour les donner à qui? Parce que les entreprises congolaises qui sont censées exploiter et travailler dans des secteurs sont mourants. Donc on l'a récupéré pour donner à quelqu'un. Et cette personne-là, c'est le Rwanda. Ça, ils ne veulent pas nous le dire. Et il faudrait nécessairement qu'on nous berne sur cette parodie de mésentente pour qu'ils aient l'occasion de bien ficeler les scènes. Conçu dans le but de tromper la vigilance de bien préparé, cher Patrick, bien préparé, parce que je vous ai donné un cas ici. Il semblerait qu'on en a récupéré nos carrés miniers. On les donnera à qui? Parce que toutes les entreprises qui doivent travailler dans le secteur sont mourants. Et s'ils ne sont pas mourants, ils ont vendu leur licence. Et on donnera ça à qui? C'est fait ça des questions auxquelles les Congolais doivent rémunérer. Et nous pensons, nous, que cette parodie de scène, cette mésaventure mise en place pour nous berner, ce conflit monté. C'est une défiance montée. Boutiqué dans le label OIA Kigali. C'est au fait ça la réalité. Il y a boutiqué entre les deux capitales. C'est au fait ça la réalité. Parce que vous vous souviendrez que sous peu, il y a un homme fort de l'OIA qui faisait des allers-retours là-bas. Et c'était pour faire quoi? Je rappelle ici à l'époque un dignitaire de ce pays
est allé à Kigali où il avait déclaré que le Rwanda et le Congo sont prêts à défier le monde pour démontrer qu'ils peuvent vivre ensemble. Voilà, c'est en fait ça la réalité. Et c'est ce même Rwanda-là qui vous dit que je suis prêt à vous construire une cité ici. Ah, mais nous, on a refusé. Non, c'est parce que nous avons haussé le temps. C'est parce que nous avons catégoriquement refusé que cela n'a pas eu lieu. Parce que si nous n'avons pas refusé, avec notre état mourant, avec notre état moribond, nous n'aurions pas dû avoir des ripostes proportionnées. Parce que j'ai posé les fondamentaux ici. Kagame a dénigré nos violentés, nos morts. Aucune communication officielle. Il a même dénigré le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Aucune communication officielle. Là encore, c'est notre problème. Denis Mukwege, depuis sa consécration comme prix Nobel de la paix, il n'a jamais été reçu par l'État congolais. Et pourtant, on vient de donner des passeports diplomatiques à Ahmed Gims, voire même à Kofi Olomide. Voire même à sélectionner une nouvelle nationalité. Vous comprenez un peu là où nous sommes. La personne qui sort, c'est quand même grave. On ne peut pas quand même honorer le prix Nobel de la paix. Des universités sérieuses comme l'Université du Canada déclarent un amphithéâtre au nom de Mukwege pour l'honorer. Mais l'État congolais ne l'a jamais reçu. L'État congolais ne l'a jamais reçu. Est-ce que vous pouvez vous imaginer dans quel pays nous sommes? Quels sont les gouvernants qui nous gouvernent aujourd'hui? Parce que pour certains, ils disent non, il a exercé ses consécrations-là sous Kabila. Et c'est parce que Kabila ne l'a pas reçu que vous, également, vous ne pouvez pas les recevoir. Parce que nous disons ici, les combats du Congo aujourd'hui, c'est le combat de la réalisation. La réalisation voudra ce que nous puissions aller de l'avant. Mais avec ces médiocres, avec ces incompétents, nous ne pouvons pas y aller. Parce que le Congo aujourd'hui souffre d'un problème. C'est la question de la gouvernabilité. L'État congolais n'est pas gouverné. L'État congolais n'est pas sérieusement pris. C'est l'analyse de l'opposition. L'État n'est pas gouverné. C'est mon analyse. Je vous donne un cas. Le discours n'a pas changé depuis longtemps. L'État n'est pas gouverné. L'État n'est pas gouverné. On organise des cycles électoraux. On a quand même des institutions qui sont assez stables. Mais vous dites toujours l'État n'est pas gouverné. Est-ce qu'il y a un problème d'État qui n'est pas gouverné ou on a un problème des leaders qui dirigent l'État? Je peux vous donner un cas simple. Allez-y. Le 13 décembre, devant le Congrès, il vous dit dans mon gouvernement, il y a absence de coordination et de pilotage dans le programme. Voilà. Et le 18 janvier, ou le 7 janvier lui-même, il vient, il donne l'ordonnance portant modalité de collaboration et de limitation des compétences du gouvernement, des membres du gouvernement. Vous imaginez un peu. Est-ce que l'État est gouverné? Le même gouvernement dont on a dit qu'il y a un problème de coordination et de pilotage, mais on vient quand même prendre une ordonnance postérieure plus de 10 mois après leur mise en place. Plus de 10 mois après. Un autre cas, le Conseil des ministres décide le 7 janvier de la fermeture du marché Matadi Kiba. Jusqu'au 12, on perd nos mamans, c'est pas fermé. Et pourtant, la Constitution nous dit que les décisions du Conseil des ministres sont prises de manière exécutoire. Le 7 janvier, le Conseil des ministres décide de la fermeture du marché Matadi Kiba. Jusqu'au 12 février, le marché n'est pas fermé et nous enregistrons 2 morts. Est-ce que cet État est gouverné? Nous allons encore plus loin. L'État congolais vous dit qu'il y a la gratuité de l'enseignement, déclarée sur toute l'étendue de la République. Et M. Antoine va bouger à Chikapa et à Lodja. On dit qu'ici, il n'y a pas de gratuité. Ce n'est plus les citoyens dirigeants. C'est toujours les citoyens dirigeants, M. Antoine. Et il arrive là-bas, on dit qu'ici, il n'y a pas de gratuité. Vous savez sa réponse? Je vais parler au ministre du secteur pour que la gratuité arrive ici. Est-ce que cet État est gouverné, Patrick? Est-ce que nous pouvons nous affirmer aujourd'hui que nous sommes dans une gouvernance? Non, l'État congolais n'est pas gouverné, ça nous le savons. Je viens à un autre cas. La conférence des gouverneurs de l'année 2020 dit haut et fort qu'après 3 mois, nous allons évaluer les gouverneurs de province. Et nous allons tout faire pour que les rétrocessions rentrent aux provinces. Nous sommes en 2022. Aucune province évaluée après 3 mois. Pas de rétrocession due aux provinces. Est-ce que cette république est gouvernée? Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de cas comme ça qui prouvent de l'ingouvernabilité de l'État congolais. Très bien. On retient que ce que nous voyons comme conflit entre Kagame et Félix Tshisekedi, c'est de la farce d'après un des leaders du parti politique pour l'amour du Congo, Maître Jonathan Ngwele. Je suis analyste ici. Hein. C'est moi. Moi, j'assume ce que j'ai dit. Le barreau n'a rien à voir avec moi. Moi, je vous présente comme avocat. Vous êtes juriste de formation et de profession. Cela ne vous engage pas parce que ça ne vient pas de vous. C'est un homme trop formaliste. Hein. Il aime bien. Il aime bien être éthique, être professionnel dans ce qu'il fait, Jonathan Ngwele. On va aborder la question de Martin Fayulu. Vous l'avez vu tout récemment. J'ai d'abord parlé de la situation de tout le monde. Est-ce que c'est la pré-campagne, avant même qu'on aborde le voyage de Martin Fayulu au niveau de Bouinde, la Tchapa? Est-ce que c'est la pré-campagne qui a commencé pour vous, les acteurs politiques? Déjà, permets-moi de remercier toute la population de la province de la Tchapa. Allez-y. C'est de la ville de Bouinde en particulier pour cet accueil chaleureux, comme je l'ai dit en introduction, réservé au président de la République, Martin Fayulu Madidi, parce que
Vous savez que depuis l'annonce de sa descente là-bas, cher Patrick, des millions de francs congolais ont été dépensés. Nous sommes à Kinshasa, mais nous avons les informations à la minute. De réunions, parce que nous avons des correspondants là-bas, nous avons des militants, des cadres là-bas. Des millions de francs congolais dépensés, des réunions qui se tenaient jusqu'à 1h, 2h. Pour déjouer l'accueil de Martin. Pour tout faire. Et ici à Kinshasa, de petits messieurs qui ont peut-être des téléphones et se sont donné également le luxe de propager ces messages-là. Mais curieusement... Moi, j'ai fait un tweet pour dire les plans de Martin Fayulu à Bouindi. Comme on dit toujours, les mensonges ont de courtes jambes. Il finit toujours à être rattrapé. Les images sont là et sont légion. La population est en accord de fidélité avec le président de la République, Martin Fayulu Madidi. Parce que celui-là incarne, comme l'a dit lui-même le citoyen Antoine, les citoyens dirigeants, qui les changements pour les Congos, c'est Martin Fayulu qui ne Là, il avait dit à Genève. Hein. Jusqu'à présent, il garde ce discours parce que pendant 3 ans, lui-même n'est pas à même d'incarner des changements. Et ce discours-là reste. C'est fait ça la réalité. Et aujourd'hui, si nous pouvons parler des pré-campagnes, contrairement à tous ces détracteurs, l'autre qui a demandé à Bougima et les citoyens dirigeants que l'on lui accorde des seconds mandats, nous ne l'avons pas demandé. Nous avons seulement demandé à la population d'être prête pour récupérer son pouvoir. Et la population récupère son pouvoir par les élections. Et la population récupère son pouvoir par des sanctions votes. Voilà pourquoi nous disons, nous allons continuer à tourner. La tournée de Martin Fayulu porte essentiellement sur quoi? C'est quoi le message essentiel qu'on peut retenir de cette tournée ou de ces safaris? Parce que j'ai échangé avec l'un de ses proches collaborateurs qui m'a dit que c'est juste la première étape d'une série de voyages à travers l'intérieur du pays. Voilà. Vous savez qu'après 2018, le président avait lancé cette tournée-là, mais la Covid nous avait bloqué un peu. Avec des décisions injustifiées, irréfléchies de la gouvernance congolaise, nous avons été obligés de surseoir. Maintenant, nous avons repris. C'est d'abord question de renouer ou de refidéliser notre pacte social avec la population, parce que cette population-là nous a donné un mandat, cette population-là nous a témoigné sa gratitude, cette population nous a témoigné sa fidélité. Il a fallu pour les chefs de rentrer par là avec cette population-là, communier avec eux pour leur transmettre ce que nous menons comme combat. Et deuxièmement, dire à cette population-là que les échéances à venir, nous devons tous nous préparer pour que le moment venu, nous puissions utiliser l'article qui nous classe aujourd'hui dans la résistance de l'article 64. Parce que celui qui osera de nouveau nous voler notre élection, par quelque moyen que ce soit, nous devons nous lever pour barrer la route à ce monsieur-là ou à ces groupes de messieurs. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui le Congo souffre parce qu'il y a eu hold-up électoral. Le Congo souffre parce qu'il y avait eu des non-méritants qui sont là. Le Congo souffre parce qu'il y a eu des jouisseurs qui sont au sommet de l'État. Le Congo souffre parce que nous avons des moins compétents qui sont là. Voilà pourquoi en 2023, il faille non seulement permettre aux Congolais de chasser ce régime, mais également d'installer un régime qui incarnera les atouts tels que la compétence, la vertu, la probité. Pour changer les choses. Pour changer les choses. Parce que le Congo a besoin d'un changement aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il faut seulement comparer la vie que mène un citoyen congolais et un citoyen ougandais, il y a une nette évolution. Les Congolais vivent mieux que les Ougandais. Non, du point de vue Ouganda, s'il faut revenir, il y a 6 ans passés. Parce que l'Ouganda souffrait il y a 6 ans passés. Mais aujourd'hui, grâce à nos minerais, grâce à nos richesses et grâce à la faiblesse de la gouvernance de Kinshasa, l'Ouganda a pris de l'ascension. Aujourd'hui, l'armée angolaise, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise est devant du point de vue de l'armée d'Afrique que l'armée congolaise. Mais à 5 ans passés, ce n'était pas le cas. Il y a 10 ans passés, les Sud-Africains ont régressé. Hein? Pourquoi? Parce que nous avons des moins méritants à la tête de l'État. Nous avons des moins compétents à la tête de l'État. S'il faut seulement poser une question, le projet du citoyen dirigeant Antoine en matière des infrastructures, quel est son projet? Il y a eu le programme 100 jours, il y a eu le programme Tu les genoux. Maintenant, on a Kinshasa 03. Voilà les programmes phares en matière d'infrastructure. Détournement 100 jours, détournement Tilé-Gelou, détournement 145 territoires. Pourquoi? Parce que le tout ne respecte nullement les lignes budgétaires. Très bien. On ne parlait pas du bilan aujourd'hui de Félix Antoine Tshisekedi. Non, mais c'est la réalité. Vous l'aimez beaucoup. Non, pourquoi le même monsieur qui ne travaille pas? Revenons sur la tournée des Martins. C'est bien bon de mobiliser le peuple. Il est très aimé. Ça, on ne va pas le refuser. Il faut reconnaître qu'il a mobilisé du monde. Il n'a même pas besoin de lancer un mot d'ordre. Il suffit que la population apprenne que Martin Fayulu sera là, elle va se mobiliser. Il suffit que la population apprenne que Katumbi sera là, elle va se mobiliser. Il suffit que le peuple apprenne que Jean-Pierre Bemba sera là, elle va se mobiliser. Il faut enlever ce nom là, Patrick. Jean-Pierre Bemba n'est plus leader en RDC. Pourquoi?
Pour deux raisons. Un leader est actif sur la scène politique. Jean-Pierre Bemba n'est pas Vous l'avez actif. entendu où? Il y a des questions de l'heure. Les gens qui s'auto-torpillent sur le financement de la CENI. Un leader de son rang, il dit quoi? Kabila a déjà dit quoi? Voilà. Kabila ne dit pas, mais il y a sa machine qui parle. La machine MLC ne tourne plus. Non seulement la machine MLC ne tourne pas, elle est mourante. Enterré, même s'il faut le dire comme ça. Vous pouvez imaginer Mbosso qui a moins de 5 députés nationaux a quelqu'un à la CENI. Et le MLC qui a 17 députés nationaux n'a pas quelqu'un à la CENI. Et vous voulez me parler de Jean-Pierre Bemba? Il faut le laisser dormir, hein, faire ce qu'il a comme affaire. La politique pour lui, c'est des oubliettes. Parler de Martin Fayoulou, parler de Moïse Katumbi, ça peut encore passer. Et parler de M. Antoine, lui encore, ça peut passer. Jean-Pierre Bemba, il faut les oublier. C'est un peu comme les mots qu'il y a, il faut les mettre de côté. Très bien, alors, le mot qui a parlé beaucoup. Alors, il suffit, ça ne sert à rien de monter les images pour dire non, il n'a pas été populaire, et puis on vous contredit avec des images à l'appui. C'est pas bon, c'est pas bon. Laissez tout le monde faire montrer de quoi il est capable, et cela vous aidera à élaborer des stratégies par rapport à la capacité de mobilisation de vos adversaires. Alors, mobiliser le peuple, c'est bon, c'est une chose, mais faire changer la donne par rapport aux réformes électorales en est une autre. Il est vrai que Martin est populaire, il mobilise des gens, il mobilise des foules, mais maintenant, qu'en est-il du changement de la donne par rapport aux réformes électorales, par rapport au combat qu'il mène pour obtenir un consensus autour des réformes électorales? Est-ce que ce combat n'est pas un combat perdu, même si, quelque part, il a démontré qu'il mobilise encore du monde? On perd un combat si on n'est pas avec le peuple. Parce que c'est lui la plaque tournante même de tous les combats des acteurs politiques. À 2018, vous étiez avec le peuple, vous avez perdu le combat. Voilà, nous étions avec le peuple, mais pas aussi éveillé qu'il l'est actuellement. Ah bon? Je vous ai dit, c'est ça la différence. Des millions de dollars des francs congolais sont et très bientôt là, nous avons demandé à ces compatriotes de faire des vidéos pour dénoncer cela. Ils vont le faire, ils vont citer de noms. Mais ils sont quand même venus, ils ont témoigné leur fidélité avec le président. Démontrez-nous maintenant comment le peuple va arriver avec Martin Fayoulou à obtenir ce consensus autour des réformes électorales. J'ai reçu Alain Bolodjo avant vous qui a dit que la Cour est à la solde de Félix Antoine Tshisekedi, la CENI et tout ce qui va avec l'organisation des élections, c'est toujours Félix qui contrôle. Maintenant, vous avez le peuple. Comment vous allez utiliser ce peuple pour obtenir un consensus autour des réformes électorales? Cette même Cour, qui du reste est déjà illégale, cette même CENI, qui du reste est acquis à la solde d'une personne, n'est pas égale au peuple. Parce que le peuple est celui qui dit en dernier un mot, et c'est là est suivi. Le printemps arabe en arrivant, Kadhafi, il lui restait je crois 2 ans pour son mandat, mais le peuple a précipité son départ. Le peuple a précipité son départ. Voilà pourquoi nous demandons au Congrès d'être prêt pour utiliser l'article 64 de notre Constitution. Parce qu'aujourd'hui, Patrick... Est-ce que le contexte est lié? Cet article dit que le peuple doit s'élever contre ceux qui veulent prendre le pouvoir par la force ou qui veulent l'exercer en violation des lois du pays. Est-ce qu'il y a le contexte pour que finalement cette disposition soit active? Je vous donne un cas. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes l'unique pays au monde où on peut nullement tracer les résultats des élections 2018. À ce moment où nous parlons, les Congolais peuvent taper sur les sites de la CENI. Ils ne verront pas les résultats de 2018. Ah, ça reste à vérifier. Non, moi, je suis politique, je m'assume. Si vous voulez, on peut les vérifier ici. Ils peuvent taper, ils ne verront pas. Là, c'est de 1. De 2, nous sommes le seul pays au monde où nous ne respectons pas nos lois à travers les élections. La loi électorale dit clairement que les résultats doivent être publiés bureau par bureau. Ça n'a jamais été fait. Premier élément. Deuxième élément, nous n'irons pas aux élections simplement pour voir les animateurs, voir également les systèmes de jeu avec lesquels nous allons concourir. 2 ans durant, la loi électorale gît dans les tiroirs de Mbosso. Ça ne sort pas. Pourquoi? C'est là la question. Voilà pourquoi nous demandons au peuple d'être prêt. Parce que nous comprenons que ces gens veulent l'exercer au détriment des intérêts de la population. Parce que le peuple veut des élections en 2023. Et eux se préparent pour un probable glissement. Et là, nous disons encore, nous, la Mouka, je parle comme cadre de la Mouka, nous sommes ni demandeurs, ni preneurs d'un quelconque dialogue. Donc, ce qui va coûter ça. Dialogue seulement autour des réformes. Pas de partage de réformes. J'arrive. Allez-y. D'un quelconque dialogue. Mais nous sommes partants pour un
consensus sur les réformes. Voilà pourquoi ça se passe. Il y a plus de 8 mois d'ailleurs, lorsque nous proposons ces calendriers, nous avons dit que ces échanges-là devaient avoir que 45 jours, Patrick. Seulement 45 jours. Nous l'avons préparé. Est-ce que c'est tenable? Largement possible et exécutable. Nous devons nous retrouver pour échanger seulement sur les réformes. Pour dire, voilà, nous voulons que tel change et tel change. À la fin, nous allons présenter ces résolutions à l'Assemblée nationale qui va les consacrer sous forme de loi. Si vous faites ça, la réalité, et c'est ça la demande. Voilà. Mais aujourd'hui, s'il faut nous imposer les systèmes DG, que du reste, il faut le dire encore, depuis que c'est ça que nous l'avons proposé, personne d'autre ne propose. Et même dans les lots de 300 et quelques députés, comme ils les vendent chaque jour, il n'y a pas de méritant pour le prouver ou pour en proposer de nouveau. Si vous faites ça, la réalité, donc nous pensons que l'échange que le président a avec la population ces temps-ci, c'est dans l'élan de les préparer à appliquer. Et c'est ce que nous faisons comme combat. Très bien. C'est ce que vous faites comme combat. Pour vous, l'alternative, c'est l'application stricte de l'article 64 de la Constitution de la RDC par rapport à la situation que nous vivons actuellement au pays. Est-ce que nous aurons des élections en 2023 au regard de tout ce que vous connaissez, la feuille de route de la CENI qui a parlé de plusieurs contraintes? Est-ce que nous aurons des élections en 2023? Patrick, la question des élections en réalité ne devait pas être un sujet à débat. Parce que la Constitution elle-même résout la question. Pour dire que ce sont des faits. Voilà. Voilà. Ouais. Mais j'ai été surpris lorsque j'ai entendu de la réalité. Voilà, lorsque j'ai entendu le président de la CENI qui dit ici au mois de juin, nous avons toujours rien fait, oublier la question des élections. Moi, je me dis, mais est-ce que ce monsieur maîtrise ce qu'il dit? Est-ce que ce monsieur est sur ses deux pieds sur terre? C'est un technicien, il faut faire attention. Un technicien, il a prouvé ses valeurs où? Est-ce qu'il est plus technicien que Ronsa Manda qui est parti? Ou que Botoko, ou que Paul Sampou? Non, c'est un monsieur qui a été dicté et conduit là. C'est le conseil électoral de l'UEP, est-ce qu'il ne le sait pas? Mais aujourd'hui, s'il faut poser la question fondamentale, c'est que de ce 3 lois de finances, 19, 20, 21, quelle est la cote-part nette allouée aux élections? C'est là la question pour laquelle la gouvernance doit nous fournir des réponses. Au mois d'octobre de l'année dernière, 4 ministres se sont réunis, le plan, l'économie, le budget, les finances, pour décider de l'affectation de 66 millions de dollars pour 2 opérations jumelées, notamment l'enrôlement des électeurs et l'identification de la population. Aujourd'hui, au mois de janvier, on a défalqué, si oui, combien, comment, et qui là, et pourquoi on ne l'applique pas? Parce que c'est au mois de janvier qu'en réalité, ces opérations devaient commencer pour un montant global de 66 millions de dollars, qui dit vrai. Lorsque l'on doit donner 2 900 000 dollars, cher Patrick, à 15 personnes pour se payer voiture, pour se payer veste, pour acheter les papiers. Même surfacturé, vous imaginez. Et pourtant, la CENI vous demande approximativement 1 million de dollars. Approximativement 1 milliard de dollars plutôt. Et s'il faut défalquer tel que le pouvoir des finances chaque année, nous n'aurons pas de problème pour les élections. Il n'y aurait pas toutes ces polémiques autour de est-ce qu'il y en aura, est-ce qu'il n'y en aura pas. Nous attendons les élections. Et la population est prête à activer l'article 64 s'il n'y a pas d'élection. Donc, la nation va s'arrêter. Techniquement, est-ce que les élections en 2023 sont tenables? Nous avons enrôlé ici pendant 3 mois, Patrick. La loi électorale que nous avons utilisée en 2018 n'a fait que 45 jours à l'Assemblée nationale. Le bureau de la CENI nous a proposé un calendrier qui devait être appliqué dans une année 6 mois. Et là, nous avons devant nous une année 6 mois, parce que nous n'avons pas compté le mois de juin. Donc, c'est possible d'aller aux élections. Parce que ces élections vont être capitales et déterminantes pour l'avenir de notre nation, pour le bien-être de notre population, qui du reste cesse de souffrir aujourd'hui par la faute de M. Nanga et des deals conclus entre les citoyens dirigeants et M. Kabila. Ce fait ça la réalité. Et aujourd'hui, nous pensons élection, nous réfléchissons élection parce qu'il faut le dire, dans la tournée du chef, c'est éventuellement pour réactiver nos fédéraux, nos militants, pour leur demander d'être prêts pour les élections. Très bien, leur demander d'être prêts pour les élections. Jonathan Ngwele de Lamouka. Dans les cas contraires, s'il n'y a pas élection, il y a l'article qui dit que le chef, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Ça ne sera pas le président. Et il y a un accord, il y a un arrêt de la Cour qui a légitimé, qui a donné la légalité à cette démarche. Et si on arrivait à cette situation, il n'y a pas élection,
certainement que le schéma dialogue du Kanchachi ou soit le dialogue de la Senko va refaire surface et à ce moment-là, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Kabila et Félix seront assis autour d'une même table pour chercher à dépasser ces délais parce que le pays ne va pas s'arrêter parce qu'il n'y a pas eu élection. Ça, nous ne l'accorderons pas aux citoyens dirigeants. Pour deux et simples bonnes raisons. Lesquelles? Si dans 5 ans, il n'a pas été en mesure d'aider la nation congolaise à avancer, vous pensez qu'en 6 mois, il le fera? En 1 année, il le fera? Donc, si en 2023, il n'y a pas d'élection, M. Antoine plie, c'est clic et c'est clac et part. C'est ça la réalité. Cher Patrick, tous nous allons être surpris de ce que la nation congolaise va prouver au monde. Il faut sincèrement nous préparer. Parce que nous les sentons venir. Et nous savons que ça va être possible. Si en 2023, il n'y a pas d'élection, les citoyens dirigeants ne seront nullement à la tête de cette nation. Ça, je prends toute la nation congolaise à témoin. Il ne sera pas à la tête de cette nation. Et qui vivra, verra. Qui vivra, verra. Jonathan Ngouélé, vous êtes juriste de formation et de profession. Nous allons aborder la matière pour laquelle je vous ai fait venir sur ce plateau. Vous êtes notre consultant maison par rapport aux questions politico-juridiques. Il y a un débat actuellement autour du changement de la Constitution ou de sa révision, de la révision de certaines dispositions, notamment celle qui porte sur la durée du mandat du président de la République qui va passer, au cas où cette révision serait effective, de 5 à 7 ans. D'abord comme juriste, quelle est votre part dans ces débats républicains? Je n'ai pas été surpris quand j'ai entendu les ténors de cette proposition, aussi il faut le dire, de cette annonce le faire. J'ai vite compris que dans la logique de Machi, dans la logique de trouve-moi une place, il faut faire des propositions qui sont un tout petit peu séduisantes. Mais il faudrait déjà rappeler au Machi qu'une réforme dans une nation qui se veut sérieuse doit obéir à 3 principes. Premièrement, là, je vous laisse vraiment c'est le principe de l'opportunité. Le principe de l'opportunité. Deuxièmement, le principe de l'apport et du bien-être. Et troisièmement, c'est le principe de la faisabilité. L'opportunité. Aujourd'hui, est-ce opportun de donner à un monsieur 7 ans, alors que dans 5 ans, il n'a pas été en mesure de faire ce pourquoi il est là? C'est déjà pas opportun. Deuxièmement, est-ce aujourd'hui, les peuples congolais veulent d'une révision constitutionnelle ou veulent de lois qui le permettent de vivre de manière décente dans sa nation? Parce que ces gens-là nous ont dit ici que de par leur gouvernance, ils ont été incapables de permettre aux Congolais de nouer le déboulement. Ça veut dire que leur politique de gestion n'est pas suffisamment apte à aider les Congolais à avancer. Aucune réforme dans la fonction publique pendant plus de 3 ans. Aucune réforme dans l'armée pendant plus de 3 ans. Aucune réforme dans l'enseignement pendant plus de 3 ans. Aucune réforme dans les sociales pendant plus de 3 ans. L'exercice de petit commerce jusqu'à présent est détenu par les expatriés. Les PME congolais souffrent de financement. C'est ça le rôle d'un élu. Et aujourd'hui, nous avons nous appris ici qu'il y a l'argent qui a été défalqué pour les efforts de guerre au niveau de l'Est, mais dont l'effectif ne transcendait pas la réalité. Est-ce que M. Mbikaï a les culots, le courage d'interpeller le ministre de la Défense? Le ministre de la Défense nous dit ici sur Jeune Afrique que la décision de l'état de siège que nous avons prise était impréparée et dépourvue de budget. Un discours qui décourage. Est-ce que M. Mbata a interpellé le ministre de la Défense? Nous avons nous appris ici qu'à Kingabo, les gens apprenaient à manier des armes. Un peu comme un EFO Kanama qui s'est formé à Kingabo. Est-ce que le ministre de l'Intérieur a été interpellé? Aujourd'hui, nous apprenons que les professeurs ne se mettent toujours pas en accord pour répondre à l'enseignement. Qui de ces deux messieurs-là interpelle le ministre de l'ESU? Les arrêtés controversés, les nominations qui n'avaient pas respecté les conditions, qui de ces deux messieurs-là interpellé? Vous comprenez qu'en réalité, ils sont égarés de leur mission. Deuxièmement, la question du besoin et de la faisabilité. Le besoin du Congo aujourd'hui, ce n'est pas de quitter du régime semi-présidentiel au présidentiel, mais c'est plutôt le besoin de permettre aux Congolais de se retrouver dans la gouvernance qui est exercée dans le respect de la Constitution. Parce que cette Constitution est référendaire. Nous l'avons acceptée, nous l'avons endossée par référendum. Mais aujourd'hui, s'il faut la réviser, il faut nous justifier le pourquoi, les comment
et le vouloir. Le pourquoi vous les révisez? Pour faire d'un monsieur qui dirait n'est pas compétent, n'est pas à même de bien gérer, un président à plus de 6 ans. Deuxièmement, comment réviser alors que nous allons aux élections? Comment réviser en ce moment ici? Le contexte. Voilà. Pourquoi ne pas attendre le mandat prendre fin et après on en parle? Parce que présentement, là, nous avons des réformes capitales à faire. Nous irons aux élections en 2023 parce que nous sommes convaincus. Mais avec quel système DG? La loi électorale à présent, 2 ans dans les tiroirs en Bosso. Décider député, là, il y a un courageux pour dire en Bosso, sort, nous cette loi, on va examiner. Mais s'il fallait aller dans une des hôtels de la place, Sablé Champagne, pour consacrer l'illégalité, la fraude de religieux, et qui se couvrent derrière la Bible, ils sont partants. Je vais vous relancer. Je fais ça la réalité. Et je vais citer la question de la faisabilité, je crois de l'avoir dit aussi, mais je vais renchérir un peu. Le peuple congolais aujourd'hui veut de mieux être, de mieux vivre. Parce que s'il est bien, il va travailler en forme, et s'il va gagner le peu qu'il pourra gagner, ça va lui permettre de mieux vivre. La question de la révision, oui, c'est constitutionnellement prévu. Nous ne pouvons pas restreindre le droit de réfléchir à tout un chacun. Oui, les débats démocratiques. Nous sommes d'accord. Mais la question de l'opportunité, ce n'est pas opportun en ce moment. Parce que les moments tels que nous le sentons, elle est tendue. Sur les enjeux à venir, c'est les réformes électorales d'abord, qui nous mènera vers les élections, que nous souhaitons être crédibles. Très bien. Jonathan Gouélé, maître, il est juriste de formation et de profession. Vous avez suivi sa lecture sur l'urgence, la nécessité, l'opportunité, voire même les contextes dans lesquels nous sommes n'impliquent pas le besoin de changer cette constitution ou de la modifier dans certaines de ses dispositions. Mais il y a des gens qui pensent que cette constitution, nous avons obtenu des belligérants. Le pays était divisé, il y avait un besoin de paix, tout ça. Il y a des choses que nous avons accepté de voter par voie référendum dans cette constitution qui ne valait pas la peine. Et que maintenant que nous avons un pays plus ou moins stable et avec une situation de paix quasi un peu volatile, on peut penser mettre en place une nouvelle constitution qui sera issue de nouveaux changements du pays et de l'évolution du pays par rapport aux enjeux que nous avons tant nationaux qu'internationaux. Patrick, j'aime plutôt le vocable une constitution copier-coller qu'une constitution de belligérant. Parce que dans la commission qui a travaillé sur cette constitution, je n'ai pas vu un blanc qui s'appellerait belligérant à l'intérieur. On parle de chef des rebelles. Hein, voilà. Ils ont été là pour représenter peut-être leur groupe rebelle. Mais ils ont travaillé au nom de la mère patrie. Il est certes vrai qu'il y a des mous et des tares dans cette constitution qu'il faille absolument résoudre par la meilleure adaptation possible. Mais je rêvais sur la question de l'opportunité. Nous voulons, nous, aller aux élections. Mais pas avant les élections, vous nous changez déjà la loi mère. Ça veut dire qu'une constitution, lorsqu'on l'adopte, lorsqu'on la promulgue, ça entre en vigueur à la date de la signature. C'est déjà là le problème. Et là encore, c'est la question de l'acceptation collective. Ça veut dire que toute la population accepte. Mais aujourd'hui, nous pensons, nous, que oui, nous allons penser la révision, parce qu'il faut le dire. On l'a touché, mais ça n'a pas résolu le problème des Quinois. Nous sommes partis de 2 à 1 tout. Ça vous convient avec moi? Très bien. Et nous voulons rentrer de 1 encore avec tout. C'est fait ça la réalité. Et c'est le souhait même. Nous pensons, nous, que la révision va venir. Mais que la révision arrive lorsque l'opportunité l'exige. Aujourd'hui, tous ces gens qui ont raté de leur vie en Europe, qui travaillent au Congo, précisément la première institution du pays, mais qui ne payent pas l'impôt comme fonctionnaires et ouvriers étrangers. C'est une question qu'il faut résoudre aussi. La double nationalité. La double nationalité. Il faut résoudre cette question-là. Et s'il faut aller encore plus loin, la question de la respectabilité des institutions du pays, c'est également un problème. Qui répond devant qui? Et qui impulse quoi à qui? Ce fait, c'est des questions capitales qu'il faut nécessairement trouver des réponses pour permettre d'avoir l'assentiment de tout le monde. Et ce n'est pas le moment pour le faire. Très bien, Jonathan Gouélé. Pour Jonathan Gouélé, techniquement, ce n'est pas le moment de le faire, de réviser ou de changer cette loi fondamentale. Il se dégage 3 blocs. Il y a un bloc
qui pensent qu'il faut changer la Constitution ou la réviser dans certaines dispositions, notamment celles relatives à la durée du mandat du président de la République. Il y a un autre bloc qui pense qu'il ne faut pas y aller parce que le moment est tendu, l'opportunité, l'urgence et la nécessité n'y sont pas, et qu'il ne faut pas y aller pendant que la situation de la vie sociale des Congolais reste jusque-là inchangée par rapport à la gouvernance actuelle. Et puis il y a les neutres, ceux qui sont au milieu, qui pensent qu'on peut quand même débattre de cette question. On est dans un état de droit, un état dit de démocratie où il y a une divergence et une pluralité des opinions des uns et des autres. Mais Jonathan, mais maintenant il y a une réalité. Si l'Union sacrée dans sa majorité décide d'aller réviser cette loi fondamentale dans cette disposition, on dit que la disposition est tangible, on ne peut pas la changer, ou soit on va procéder par un référendum. Ils ont la majorité, ils ont l'Assemblée nationale, ils contrôlent systématiquement la majorité parlementaire. À ce moment-là, vous serez minorisé, vous qui pensez qu'il ne faut pas la changer, il ne faut pas la reviser. Nous ne sommes pas minorisés parce que nous avons plus de 90 millions d'habitants. Ça, c'est ce que vous pensez, vous. Cher Patrick, je vais être concret et pragmatique. S'ils s'entêtent, nous allons nous actionner le souverain primaire. Vous avez le monopole d'avoir le contrôle de ces peuples. Vous savez, le lion tranquille n'est dérangé que lorsqu'on revient vers lui. Et c'est ça le point fort du lion. Il ne vous dérange pas si vous ne venez pas vers lui. Mais lorsque vous venez vers lui, mais avec des projectiles, il se lève et il est prêt à rougir et même à griffonner. Si on propose un référendum, voilà. Il va vous poser la question de l'opportunité. Parce que lui-même ne veut pas de cela maintenant. Il estime qu'il doit aller d'abord aux élections pour chasser ces médiocres. Et vous voulez avoir les élections, l'amener vers un changement constitutionnel de la Constitution. Et là, il va s'actionner. Il va entrer en mouvement. Et je vous rassure que la foudre de cette population, la personne ne va la supporter. Et la preuve là, beaucoup ont fléchi devant cette population. Kabila a voulu le faire avec la loi électorale ici. ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. C'est toujours ces lions tranquilles. Ils pensent que la loi Minaku Gari Sakata n'a pas marché. 2015, les conditionnements des élections par les recensements de la population. C'est ça la réalité. Donc, ils pensent beaucoup d'éléments, beaucoup d'exemples. Hein. Ils pensent qu'avoir plus de 300 papas qui ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Les députés, il faut rester formel, Maître Jonathan Ngoué. Il faut rester formel. Ce sont des élus, papa. Je vous donne un cas. Ouais. Bon, donnez-moi le nom de 500 qui peuvent aujourd'hui sortir leur PV pour justifier leur élection. 5. Eliezer Tamboué. Il a 500 PV. Il a des PV. Non. Christophe Mbosonkodia. Non, il faut éviter. Il n'y a même pas 500 députés. Bon, pas 500. Il n'y a même pas 2 qui ont des PV qui justifient leur électorat. Il n'y en a pas. Même pas 2. Ils sont élus parce que quelqu'un les a proclamés. Ils n'ont pas les supports qui prouvent de leur électorat. Laissez ces papas-là tranquilles qui ont été bénéficiaires de Jeep sans effort. Il faut les laisser tranquilles. Ils sont 500. Bon, ils ont le pouvoir. Jusque-là, ils sont légitimes. Ce sont les élus légitimes du peuple. Ils peuvent modifier la loi fondamentale. Vous avez vu, avant les élections de 2011, on avait modifié par devoir parlementaire, on avait modifié. Mais si aujourd'hui, ils peuvent quand même le faire. Le mot approprié, ce sont les proclamés légitimes de Nanga. Oh, moi je vous donne des cas simples. Les proclamés légitimes de Nanga. Donnez-moi 2 députés. Nanga, en sortant d'ici, Patrick, on déchante ses œufs, ils nous sortent des procès verbaux qui justifient l'électorat. Même à l'intérieur du pays. Il n'y en a pas, Patrick. Et c'est ces élections-là dont vous allez vous préparer être député élu de ces élections-là. Non. Quelqu'un qui est bénéficiaire d'un don sans justifier de l'effort. Et il accepte. Patrick. Immédiatement la kibo moto. Bah peso moto ko c'est les lotis. Donc pour vous ça ne passera pas. Oh. Patrick, le lion tranquille est là. Ah vous avez l'ibanga kaka pa et vous allez comprendre qu'en réalité ils n'ont que des motos mais ils n'ont pas la population. Dernière question par rapport à cette question de la révision de la Constitution ou voire même son changement parce que le débat est là. Est-ce que il y a des gens, il y a des sources, il y a des gens qui disent, beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs affirment que le bilan de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 3 ans après au pouvoir, semble être un peu négatif, un peu largement négatif. Est-ce que
les stratèges du pouvoir n'ont-ils pas mis en place une démarche pour déjouer un peu, faire diversion, pour que le peuple soit concentré par rapport au débat qu'il y a autour de la révision de la Constitution ou de son changement, plutôt que de laisser le peuple continuer à fouiner, à comprendre les faiblesses du pouvoir? Est-ce que ce n'est pas une diversion? Patrick, sachant que le peuple est plus que déterminé, la technique mise en place aujourd'hui, c'est celui de nous berner, nous amener vers des actes de distraction. On nous a amené un bout d'homme ici pour nous distraire. On nous parle des rames qui auraient pris fin pour nous distraire, pour éviter de nous dire où est parti l'argent récolté. On nous parle d'une prétendue crise entre les Rwandais et nous. Mais nous savons qu'après la récupération de la diversion, c'est simple à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, si la réalité devait être la sincérité conduit à la démission de monsieur le citoyen dirigeant. Parce que ceux qui pensent des bilans qui peut être... Non, le bilan est négatif. Lui-même vous dit, sans avoir froid aux yeux, que je n'ai pas été en mesure de permettre au Congo de nouer les 2 bouts du mois. Quelqu'un qui est né... Il n'a jamais dit ça, Jonathan. Je vous rappelle ces phrases. Ouais. Voilà, mon gouvernement et moi n'ont pas été à même de permettre au Congo de nouer les 2 bouts du mois. C'est ces mots. Et on noue les 2 bouts du mois avec quoi? Avec les salaires que vous recevez au mois de janvier, vous pouvez consommer jusqu'au mois de février. En attendant de payer à la fin du mois de février. C'est lui qui le dit. Et il y a des bandes cassées, il y a des vidéos, des enrichissements. C'est pas nous. Pour quelqu'un qui a vu les jours dans le socialisme qui est venu nécessairement pour 2 choses. L'emploi, dans sa protection. Et pour le mieux-être. Est-ce qu'il pouvait tenir ce discours-là? Et quelqu'un qui vous dit encore qu'il manque Koufa. Mais moi, le Koufa n'est pas le passeport, on a un visa diplomatique. Parce que tu as voyagé autant de fois qu'il doit t'assembler. Tes collaborateurs qui n'ont jamais vu l'Europe l'ont vu. Les frais d'émission ont été payés. Il n'y a personne qui acquise d'un paiement. Et la population qui doit recevoir, le professeur qui exige quelle amélioration de leurs conditions. Les étudiants, les élèves, les enseignants, quel est leur sort? Et est-ce que ces discours-là pouvaient venir de... Donc nous pensons qu'avec ces bilans qui est largement négatif, à l'échelle de 10 on donnerait 0, et il est plus qu'évident que ces gens doivent partir. Et ils doivent partir par une sanction aux élections qui consacrera leur départ à la tête de la nation. Très bien, ils doivent partir. Ce sont là les mots de Jonathan Ngwele que nous avons reçus pour analyser cette question du changement de la loi fondamentale ou de sa révision dans certaines dispositions. Mais Jonathan Ngwele, on a clôturé avec ce sujet. Je crois qu'il y a un sujet qui est resté en souffrance. Les élections dans les provinces en crise, et il y en a au total 17 qui sont concernés par ces élections. Il y avait une première date, on a reporté pour les 6 mai. Est-ce que ces élections veulent dire la fin des crises au niveau des assemblées provinciales, tout comme au niveau des exécutifs provinciaux? Je cite ici le gouvernement provincial des 17 provinces concernées. Patrick, c'est encore une fois de plus les essais-erreurs, les tâtonnements dans la gouvernance. Les fondamentaux posés n'ont pas encore trouvé de solution. Les ministres provinciaux, les gouverneurs de province, les députés provinciaux accusent à ce jour des impayements qui conduit à la consécration de motions alimentaires. Aucune province aujourd'hui n'est en ordre de réception de rétrocession due aux provinces. 2 conférences des gouverneurs déjà. 2020 et 2021. Où on a accepté, on va activer la caisse de péréquation pour rendre effectives les affectations de rétrocession. Mais on ne le fait toujours pas. Des provinces mourant. Je prends le cas du Nord Ubangi qui mobilise le monde qui est l'équivalent des salaires d'un député national à Kinshasa. Dites-moi, s'il y a un député national qui a ces 15 000 $ et qui décide de mettre les mains à l'aise de gouvernement, il ne le fera pas? Ah, il le fera aisément. Il suffit de donner 100 ou 200 $ à chaque député et c'est fini, la motion est là. Il faut d'abord commencer par résoudre le problème de l'honorabilité, de la responsabilité de l'État. Que l'État soit responsable, qu'il honore ses paroles. Il a promis de donner des rétrocessions, qu'il les donne d'abord. Il a promis d'évaluer le gouvernement, qu'il les évalue d'abord. Et c'est après cela que nous allons dire, voilà, il faudrait résoudre le problème. Aujourd'hui, on peut bien partir aux élections le 6. Après 3 mois, vous entendrez encore dans les mêmes provinces. Pourquoi
Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, ils ont fait des lettres. Des malheurs. Non, les délégués des députés provinciaux ont fait des lettres pour demander qu'ils soient payés. Ils ne sont pas toujours payés. En allant aux élections, ils vont demander quoi? Du carburant, non? Aux élections, aux candidats. Il y a chez nous au Sankourou, certains élus provinciaux vont jusqu'à demander 30 000 $ avec une Jeep. Vous imaginez? Vous imaginez? Pour une province qui mobilise 15 000 $. Au niveau du Kasaï oriental, l'IDPS a désigné un candidat par voie de primaire, mais le peuple l'a rejeté. Oui, là-bas, ils sont dans la dictature, hein. Ils sont dans les Le peuple a refusé de cautionner les candidats. Ils sont dans les machines. J'ai appris que leur petit monsieur là est aussi parti là-bas. En fait, c'est pas d'ailleurs le problème. Le problème, c'est d'abord trouver la solution au problème des élus. Mettez-les à l'aise. Mais qu'est-ce qui manque à notre État pour trouver des solutions aux problèmes des élus? Les problèmes sont lesquels? Leurs émoluments et les primes locales. Mais qu'est-ce qui manque à notre État de résoudre ce problème? Parce que l'instabilité dans les provinces ne favorise pas le développement de ces provinces très reculées. Nous avons un État irresponsable. Ah, vous avez toujours des mots très durs. Patrick, 3 ans d'Iran. Personne de ceux qui incarnent la puissance publique, ceux qui incarnent l'État, ne réfléchit de comment vivent les élus provinciaux. Comment vivent les familles? Plusieurs mois d'impaiement. Hein. Comment vivent les familles des élus provinciaux? Pour la plupart, des polygames. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui beaucoup d'enfants? Les petits mamans, comme on le dit. Les et les sous-mamans. Vous imaginez un peu comment ils font pour tenir, pour envoyer les enfants à l'école, pour payer les carburants de véhicules? Comment ils font? Ici à Kinshasa, nous avons, c'est ça l'habitude de voir les députés chez les mandataires. Et à la province, vous imaginez la conséquence? C'est le gouverneur. Seuls ceux qui ont bien négocié pour se retrouver ministre, ça se retrouve peut-être. Mais ceux qui ne l'ont pas fait, ils triment. Et lorsque quelqu'un trime et que vous lui donnez l'opportunité de se taper 30 000 $, qu'est-ce qu'il fait? Il sort dessus. Il dit non, le candidat gouverneur paie 130 000. Mais lorsqu'il donne 30 000, il ne regarde plus rien. Qu'il soit méritant ou pas, il ne regarde pas, il va, il vote. Et après, il constate que réellement, c'est un incompétent. Et la province ne fait que rigololer. Je prends le cas de Sankourou chez toi. L'ancien gouverneur incapable de présenter un programme de société. Jusqu'à son départ. Jusqu'à son départ. Vous imaginez ça un peu. Et pourtant, il a été élu avec la plus grande majorité. Comment on explique ça? Comment on explique ça? Vous arrivez à donner les suffrages à une personne qui ne peut même pas faire un programme. Ça dérange même la conscience collective. Bon, très bien, on va finir avec cette question. Je vois mon réalisateur qui me fait signe. Vous avez vu Grand P et Doxy Yao à Kinshasa pour Kinbo Peto. Comment avez-vous réagi? On finit avec ça. C'est la preuve de l'immoralité de la gouvernance de Kinshasa. Comment on peut prendre des influenceurs pour des questions d'État? Kinshasa Bopeto, c'est le programme de gouvernance de celui qui était candidat pour les élections de la ville de Kinshasa. Il prend des influenceurs. À l'arrivée, tout comme au départ, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les Congolais ne jettent plus de papier n'importe comment? Mais ces gens-là ont touché déjà caché. Si vous posez la question à la gouvernance de Kinshasa, du point de vue infrastructure, qu'est-ce que veut dire Kinshasa Bopeto là-bas? Du point de vue sécurité, aujourd'hui, Makala c'est invivable, Patrick. À Makala, vous ne mettez pas les paix à 17 h. On tue, on violente, on fait tout à Makala. Le colonel est de retour. Vous imaginez un peu? Le phénomène du colonel est de retour. Il y a quelqu'un qu'on appelle ministre de l'Intérieur dans la ville. Qui est ce courageux député provincial qui l'interpelle? Qui est ce courageux? Et pourtant, Kinshasa Bopeto vise aussi l'aspect sécurité. Nous comprenons, je fais de ça le problème. Lorsque vous avez 47 personnes à votre solde, vous permettez de faire tout et n'importe comment. Merci beaucoup. Dernier message à la population qui vous suit. Chers compatriotes, je vous prie sincèrement et courageusement de soutenir la télévision Patrick Lokala TV, parce que c'est au travers de ces médias qui nous invitent et que nous interagissons avec vous. Comme je ne cesse de le dire, seul le pouvoir de la résistance et la révolution libère un peuple. Merci Patrick. Merci beaucoup Jonathan Goulet. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'ai été réalisé par mon ami Massamba avec qui j'étais à Kisangani, Inapita Aboulaye. Abonnez-vous massivement sur la chaîne de Patrick Lokala TV. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.